BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Beaucoup de questions à voir avec vous. D'abord, peut-être une précision. Est-ce que vous appelez à ne pas manifester samedi après cet attentat donc à Strasbourg? Est-ce que vous appelez à ne pas manifester parce que les forces de l'ordre, elles ne peuvent pas être partout? Bon, premièrement, j'ai fait part de ma tristesse, de ma compassion aux familles des victimes, aux blessés, et j'ai aussi fait part de mon soutien aux agents publics qui sont systématiquement mobilisés, que ce soit pour la sécurité ou dans les hôpitaux, notamment dans ces situations de crise. Nous n'appelions pas de toute façon à manifester samedi, donc nous n'appelons pas plus à manifester aujourd'hui, évidemment. Mais est-ce que vous espérez que justement les Gilets jaunes le mouvement des Gilets jaunes, aussi disparate et multiforme qu'il est, ne manifeste pas? Écoutez, ça n'est pas à moi de dire à qui que ce soit de faire ce qu'il doit ou faire ou ne pas faire. Vous le savez, nous sommes très attachés à l'indépendance de la Confédération Force ouvrière. Nous n'attendons pas de consignes de qui que ce soit d'autre. Moi, je m'adresse au nom de ceux que je représente. Je porte la parole de ceux que je représente et je m'en tiens à ça. Et je pense que c'est déjà pas mal. Le président de la République a donc décrété l'état d'urgence économique et sociale. Est-ce que vous avez trouvé au moins que ces annonces allaient dans le bon sens? J'ai vu que vous disiez que c'était insuffisant, mais est-ce que déjà les 4 fortes annonces du président, est-ce que ça veut dire qu'il avait entendu le message? Je pense qu'il a écouté ce qu'on lui a dit le matin les uns et les autres, puisqu'il nous avait reçus le matin. J'ai entendu dans ses propos la reprise d'un certain nombre de formules, y compris certaines que j'avais pu moi-même utiliser, sur l'urgence sociale que j'opposais à état d'urgence. Ça tombe assez mal, évidemment, aujourd'hui. Sur les réponses, j'ai dit qu'on a un peu fait bouger le tabou du SMIC, mais la réponse sur le SMIC ne correspond pas à ce que nous attendions, c'est-à-dire un vrai coup de pouce sur le SMIC. Là, c'est de l'augmentation réglementaire, 1,8 plus de la prime d'activité, ce qui n'est pas le coup de pouce que nous attendions, parce que le coup de pouce, c'est l'augmentation du taux horaire du SMIC qui permet ensuite d'enclencher la négociation dans les branches sur les grilles de salaire et de relever l'ensemble des grilles de salaire. Donc c'est en ce sens-là que le compte n'y est pas. Alors on reviendra là-dessus, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'économistes qui disent que le SMIC, c'est vraiment une trappe à bas salaire. Mais on reviendra sur le fond là-dessus. Parce que j'aimerais bien, puisque vous êtes avec nous, Yves Verrier, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce qu'au sein même de la rédaction de BFM Business, on se pose beaucoup de questions pour savoir sur tous les gens autour du SMIC devraient toucher 100 €. Comment faites-vous? Donc c'est la prime d'activité, vous avez raison, c'est pas le coup de pouce. Est-ce que c'est déjà l'argent un peu libéré par la baisse des cotisations sociales? Comment est-ce que vous arrivez à 100 €? Vous pouvez nous expliquer sans usine à gaz? Alors, de ce que j'ai compris, en tout cas, de l'annonce gouvernementale, on a 1,8 d'augmentation réglementaire liée à l'inflation du SMIC, donc sans coup de pouce, et à cela s'ajoute le rapprochement de ce qui était prévu en termes d'augmentation successive tout au long du quinquennat de la prime d'activité, c'est-à-dire que ce qui était prévu va l'être dès maintenant. Autrement dit, on rajoute à peu près 80 € aux 20 € que l'augmentation des 1,8 va générer sur le taux horaire du SMIC. Donc sur le mensuel, on rajoute les 80 € de la prime d'activité, c'est ce que j'ai compris, on arrive à peu près à 100 €. Ça, on est d'accord. Les allégements de cotisation, ils ne marchent pas puisque le SMIC est déjà allégé complètement de cotisation. La question, c'est que je n'ai pas pris le tableau avec moi, mais on voit bien qu'en fonction de votre niveau par rapport au SMIC, la prime d'activité, elle est plus ou moins grande. Donc comment fait-on pour arriver à 100 € pour tous les gens aux environs du SMIC? Ça veut dire qu'il faut une usine à gaz, parce qu'il faut tenir compte en plus des revenus de l'ensemble du foyer. Oui, c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement qui va bénéficier précisément des 100 € en dehors du SMICard, on va dire pur et dur. Quoi. Ouais. Dès qu'on est un peu au-dessus ou un peu en dessous, on ne sait pas exactement comment les choses vont être réglées par le gouvernement. Est-ce que ça sera 100 € pour tout le monde, bénéficiant de la prime d'activité, ou est-ce que ça sera seulement pour ceux... Vous êtes
Dans le bleu comme nous, Yves Verrier. Oui, et encore une fois, je le dis, ce qui nous importe, nous, c'est une augmentation générale des salaires. L'OIT vient de publier, il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, un rapport sur les salaires dans le monde. Elle fait le constat qu'en France, les salaires ont quasiment pas augmenté, qui pourraient baisser en regard inflation déduite l'année qui vient, alors qu'en Allemagne, on a toujours un surplus d'augmentation de salaire. Donc, y compris quand on m'oppose les questions de compétitivité, notamment par rapport au coût salarial allemand, je ne suis pas convaincu du raisonnement. Oui, alors ce qu'on peut dire, et je rappelle, l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, et dont vous étiez un des meilleurs experts, et vous êtes très reconnu sur le plan international, Yves Verrier, pour vos compétences justement sur toutes ces questions salariales et sociales. En Allemagne, ce qu'il faut voir, c'est que pendant les réformes Hartz, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Donc là, il y a eu un rattrapage, alors que pendant ce temps-là, nous, les salaires augmentaient. Donc, vous voyez, c'est nous, simplement, on est toujours en décalage par rapport aux augmentations de salaire qui sont faites en Allemagne. Avec une différence importante, c'est que l'économie française est beaucoup plus tirée par la demande intérieure que ne l'est l'économie allemande, qui est beaucoup plus tirée par l'export. Je ne dis pas que l'une ou l'autre est meilleure, mais en tout cas, augmenter les salaires en France participe à la relance de l'économie et, on peut l'espérer, à la relance de l'emploi. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu? Parce que les négociations salariales, c'est en ce moment, on voit du reste que ça coince du côté des banques. En revanche, Patrick Pouyanné, le patron de Total, a dit que non seulement il y aurait une prime dite de Noël qui sera versée, une prime exceptionnelle de 1 500 €, mais augmentation de salaire de plus 3,1%. J'ai interrogé le patron d'AXA, Thomas Buberl, qui disait moi aussi il y aura des augmentations, on sera généreux. Il ne m'a pas donné le chiffre, enfin on sera généreux. On voit quand même que ça se débloque un petit peu du côté des entreprises en termes de négociations salariales dans les grands groupes. Le problème, effectivement, c'est plus les PME pour lesquelles la situation est beaucoup plus difficile. Il y a effectivement deux aspects ici. Il y a effectivement le fait, je pense qu'un certain nombre d'entreprises, on l'a assez dit et pointé du doigt, on n'est pas les seuls sur le fait que les profits explosent dans certains secteurs et que la redistribution ne se fait pas. Donc je pense que ces entreprises se sentent un petit peu mises à l'index et se sentent un peu dans l'obligation de faire les gestes attendus en ce moment. D'autant plus que nos syndicats sont mobilisés. Et moi, j'ai appelé d'ailleurs les syndicats à agir dans les entreprises, au niveau des branches, sur la question des salaires. On ne va pas baisser les bras. Quand je dis le compte n'y est pas, le compte n'y est pas, et on va agir, y compris directement auprès de nos interlocuteurs sur les salaires. Ensuite, vous avez raison, les petites, moyennes entreprises, là, elles risquent d'être mises à l'écart, y compris vis-à-vis de cette célèbre prime dite de Noël ou de fin d'année. Et là, il y a un vrai problème aussi. Il y a longtemps qu'on demande à ce qu'on regarde la question des relations, notamment sur les questions sociales, donneurs d'ordre, sous-traitants. Et ça, ça ne vaut pas dans tous les cas de figure, mais c'est une question importante. Oui, mais vous regrettez que la prime ne soit pas obligatoire, même si ça aurait été impossible à appliquer, mais est-ce que... Si la prime avait été obligatoire et qu'on donne 1 000 € à tout le monde, j'aurais pas dit que c'était une mauvaise idée ou une mauvaise mesure. J'en reviens quand même à la question qui est pour nous importante, c'est qu'on met beaucoup de primes désocialisées, comme on dit maintenant, défiscalisées. C'est autant de moins de recettes et d'une certaine manière c'est gratis, pas tout à fait puisqu'il y a quand même la prime pour les entreprises, mais c'est autant de moins de recettes pour ce qui est important en termes de solidarité, la sécurité sociale ou le service public. Est-ce que vous redoutez un effet d'aubaine de la part des entreprises? Le risque est aussi celui-là, c'est que ce soit pour solde de tout compte sur l'année pour un certain nombre d'entre elles. Alors pas Total, puisque Total annonce 3,5 comme proposition d'augmentation des salaires. Est-ce que ça suffira aux syndicats? C'est à eux de le dire. Mais effectivement, la prime, c'est aussi le danger, c'est qu'on soigne le mal tout de suite, on fait baisser la température et puis on pense que tout va retomber. Je pense que ce serait une erreur parce que le problème des salaires, du pouvoir d'achat, il est posé depuis longtemps. L'INSEE a très récemment mis en avant que le pouvoir d'achat des ménages depuis 2008 avait quand même perdu de l'ordre de 500 €. Oui, mais comme il était en train justement de redevenir positif. Enfin, l'augmentation est en train de redevenir positive, justement. Eh bien, il faut qu'on pousse de notre côté pour qu'on rattrape le temps perdu et qu'on progresse. Il y a quand même encore des travailleurs pauvres dans ce pays. Est-ce que vous pensez qu'il faut plafonner pour éviter cet effet d'aubaine, il faut plafonner cette prime de Noël ou pas?
Le plafonnement, il vise à plafonner ce qui sera désocialisé, défiscalisé. Je ne suis pas un ardent supporter de la désocialisation et de la défiscalisation, parce que certes c'est du salaire net, mais n'oublions pas que les cotisations sociales sont du salaire, c'est du salaire différé. L'autre point important qui est en train de se discuter, et les grandes entreprises sont justement reçues aujourd'hui même par le président. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un peu l'appui du président et du gouvernement pour pousser les hausses de salaire? Je pense, je ne sais pas si j'ai l'appui, je ne dirais pas que j'ai l'appui, parce qu'il a fallu quand même secouer pas mal le cocotier pour qu'on nous entende. Je rappelle que le 9 octobre dernier, nous manifestions, je l'ai dit et redit ces derniers temps parce qu'on l'avait vite oublié, il y avait plus de 160 000 manifestants à l'appel de syndicats, notamment de Force ouvrière, le 9 octobre. La question des salaires était en amont, en tête des revendications. Nous n'avions pas, à l'époque, été écoutés. Par personne non plus. Par personne, effectivement. Et le résultat est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, enfin on peut dire aussi c'est peut-être parce que c'est les syndicats représentent de moins en moins peut-être portent de moins en moins les revendications des Français. Je pense qu'on porte les revendications des Français quand on mobilise plus de manifestants que ne l'ont fait ces derniers samedis. Ouais. Par contre, nous n'utilisons pas de mode violent, d'expression, ou peut-être que nous avons été moins bons en termes de communication aussi, les Gilets jaunes. De ce point de vue, c'est une réussite, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est la prime mobilité, est-ce que il y a des négociations qui vont être en cours? On sait que je recevais le numéro 2 du MEDEF, Patrick Martin, qui me disait ça coûte quand même déjà à l'entreprise, le transport de leurs salariés, 10 milliards d'euros. Il ne faut pas que ça nous coûte plus cher. Comment est-ce que vous voyez instaurer cette prime de mobilité? Mais il ne faut jamais que ça coûte plus cher à l'entreprise. Par contre, ça coûte toujours plus cher aux salariés. C'est ça le problème. C'est que dans beaucoup d'endroits, les salariés n'ont pas d'autres solutions parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou parce que les horaires des transports en commun ne sont pas adaptés aux horaires des salariés concernés, sont obligés d'utiliser leur véhicule pour faire 20, 30, 40 km aller-retour tous les jours. Et ça, pour aller travailler. Et lorsque le coût de l'essence, du diesel augmente, c'est autant de moins à la fin sur ce qui reste du salaire utilisable. Les entreprises, en même temps, elles contribuent déjà à hauteur de 10 milliards. Oui, mais chiffre affiché par le MEDEF. Oui, parce que c'est le versement transport principalement que les entreprises versent aux collectivités territoriales, avec la contrepartie que les collectivités territoriales mettent en place des transports en commun. Mais ça permet, ça ne touche pas les salariés qui ne peuvent pas utiliser ces transports en commun quand ils n'existent pas ou quand ils ne sont pas adaptés. Donc cette prime mobilité, comment vous la voyez? Enfin, qu'est-ce que vous redoutez dans son application? Aujourd'hui, elle existe. C'est une mesure très simple à mettre en œuvre, puisqu'on l'a revendiquée en 2005. En 2008, un dispositif a été mis en place qui renvoie à la mise en œuvre d'une prime pour les salariés qui n'ont pas d'autre solution que leur véhicule, à l'initiative de l'entreprise ou dans le cadre d'un accord au niveau de l'entreprise. Or, on voit bien que ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Beaucoup de petites et moyennes entreprises n'ont pas mis en place cette prime transport, y compris pour des raisons de crainte de distorsion de concurrence par rapport à leurs voisins. Et c'est pour ça que j'ai dit, et nous avons obtenu une première réunion tripartite la semaine dernière, ministère du Travail, ministère des Transports et employeurs au niveau national et syndicats au niveau national, avec l'objectif de regarder à ce niveau-là comment on fait en passant par la négociation de branche pour caler le dispositif et s'assurer que tous les salariés bénéficient bien de cette prime transport. Oui, donc la réponse c'est quand l'application, vous avez un peu... On a une prochaine réunion jeudi matin. Je vais remettre cette revendication au centre et j'espère bien qu'on va finir par avancer. J'avais l'impression que l'idée faisait son bonhomme de chemin. Le Premier ministre, quand nous avons été reçus par le Président de la République, en conclusion, a réévoqué cette prime mobilité, mais je ne vois toujours rien de concret se mettre en œuvre. Il y a urgence, je l'ai dit. Il était temps qu'on ait cette réunion, compte tenu de la situation sociale. Ne faisons pas en sorte qu'il soit trop tard. Faisons en sorte qu'il ne soit pas trop tard. Alors à propos de négociations, est-ce que les négociations sur l'assurance chômage elles ont été reportées, annulées, ou est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce que normalement, c'est de demain qu'il va y avoir une réunion. On a l'impression que tout est décalé. La réunion de demain est décalée, de toute façon, ça c'est assuré. Et nous avons demandé à ce qu'on détende le calendrier qui avait été imposé par le gouvernement, qui ne nous convient d'ailleurs pas. Qui ne convient à personne, ni à vous, ni au MEDEF. Non, ni à nous, ni au MEDEF, pour des raisons qui
sont peut-être pas exactement les mêmes en l'occurrence. Ils sont plutôt assez opposés. Parce que le MEDEF ne veut pas voir venir le bonus-malus, et nous, ce que nous ne voulons pas voir venir, c'est les économies sur le dos des chômeurs. Donc on a des raisons opposées, divergentes, mais on est d'accord sur le fait qu'on ne veut pas négocier dans le cadre imposé par le gouvernement. Et donc, il se passe quoi ? Eh bien, nous allons négocier, nous avons notre liberté de négociation, nous allons continuer la négociation, mais on demande au gouvernement de donner plus le temps pour que cette négociation se déroule normalement et sur les bases qui conviennent et qui agréent aux interlocuteurs sociaux. Voilà, le calendrier doit être fixé par les interlocuteurs sociaux et non pas par le gouvernement. Théoriquement, la liberté de négociation voudrait que ce soit les interlocuteurs sociaux qui décident à la fois du niveau, du contenu et du calendrier. Et donc ça, je ne sais pas, résultat de course pour les non-initiés comme nous, c'est pour quand on aura quelque chose je pense de toute façon, à la fin de la convention actuelle. Il a été convenu qu'il n'était peut-être pas indispensable de rajouter du sel sur les plaies en ce moment, donc j'ose espérer que le gouvernement se rendra à la raison et détendra, comme nous l'avons demandé, le calendrier. Oui, d'accord, donc ça doit être, la réponse est quand ? Peut-être demain, puisqu'on se voit au ministère du Travail. La position du MEDEF, pour vous, elle est, notamment sur la question du bonus-malus, elle est irrecevable ? Soit il accepte de faire quelque chose, soit nous, on demandera un bonus-malus, c'est clair. Mais il faut qu'on cesse avec les recrutements systématiques en CDD, notamment chez les jeunes qui en pâtissent le plus, parce que ça n'est pas une façon de restabiliser, de redonner confiance. Les économistes et les employeurs, les premiers, nous disent la confiance, c'est important en économie. Il faut redonner de la confiance à ceux qui font l'économie, qui sont les salariés. Vous avez dit dans une interview que j'ai devant moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'échec de ceux qui n'écoutent pas les syndicats. On sait que le président, ce fameux corps intermédiaire, dont vous êtes une des figures de proue dorénavant, Yves Verrier. Pas un corps intermédiaire. N'est pas. Voilà, je n'aime pas cette appellation. Oui, bien sûr, mais enfin, en tout cas, c'est l'expression utilisée. On va dire ça comme ça. En même temps, est-ce que ça veut dire, lorsqu'on voit les élections professionnelles, avec la CFDT, donc fait historique, qui devient le premier syndicat privé-public, on voit que le taux de participation, notamment dans le public, a été très faible. Est-ce que vous ne dites pas, c'est parce que simplement les syndicats, vous représentez plus grand monde ? C'est pas tout à fait ça, parce que ce qui s'est passé sur ces élections dans la fonction publique, c'était 5 500 000 agents de la fonction publique qui étaient mobilisés pour élire leurs représentants. C'est devenu très compliqué. J'ai dû moi-même, puisque je suis toujours fonctionnaire, voter au moins 3 ou 4 fois, parce qu'il y a différents échelons sur lesquels il faut voter maintenant. Et par ailleurs, dans beaucoup d'endroits, on a mis en place le vote électronique, ce qui rend les choses un peu compliquées, puisque très souvent le serveur était saturé, ou le mot de passe ou l'identifiant qu'on nous avait indiqué ne fonctionnait pas, donc on a beaucoup perdu de vote pour des raisons techniques, exactement. C'est ce qui explique la baisse des taux de participation, Yves Verrier. Le vote à l'urne, lorsque l'on vote le même jour et qu'on vote à l'urne, le taux de participation est en général meilleur. D'accord. Donc, il y a une véritable mobilisation, il y a un lien physique, si vous voulez, à l'élection, et ça donne un sens à l'élection beaucoup plus que lorsqu'on vous dit vous pouvez voter à partir de telle date jusqu'à telle date chez vous. Il n'y a pas d'affaiblissement des syndicats. En général, après, on rentrera dans le particulier. Non, je ne vois pas d'affaiblissement. En tout cas, nous avons un taux d'adhésion qui est stable, malgré une situation économique qui est complexe, avec beaucoup de pertes d'emplois, des restructurations, donc des pertes de syndicats à chaque fois. Et pourtant, nous conservons, vous savez, la Confédération Force Ouvrière, c'est entre 20 et 25 000 implantations syndicales. Ouais. Oui, ça fait peut-être un peu trop, du reste. Ouais. Ça fait quand même pas mal. Ouais. Est-ce que, quand même, ce mouvement des Gilets jaunes reconnaissait que c'est la défaite du président, enfin, du gouvernement, peut-être avec une méthode un peu trop vite, en tout cas, qui a été mal comprise, mais aussi la défaite des syndicats? Disons, je ne vais pas vous dire que c'est un succès des syndicats, c'est clair. Vous n'avez rien vu venir. Les salariés, y compris les adhérents FO, qui se sont saisis du mouvement des Gilets jaunes, ont pensé, sans doute justement, d'une certaine façon, que ce serait un moyen plus efficace que ce que nous avions pu faire jusqu'à maintenant, de faire connaître et entendre leurs revendications. Mais je le dis encore une fois, on ne nous a pas écoutés en 2016 sur la loi travail. On ne nous a pas écoutés encore
récemment sur la question des salaires. Et ça n'est pas faute. Tout le monde s'attendait à une manifestation le 9 octobre dernier faible. Si vous reprenez la presse, les médias sur la période qui précédait l'appel à manifester le 9 octobre, on nous annonçait un échec. Et la mobilisation était à la hauteur. Donc il n'y a pas d'affaiblissement. Il y a un échec au sens où nous ne sommes pas suffisamment écoutés, entendu le rôle de la négociation collective. Vous n'êtes pas suffisamment violent, c'est ça que vous voulez dire, Yves Verrier? Non, parce que je n'utiliserai jamais la violence. Nous avons toujours dénoncé la violence. Ça n'est pas une solution, mais je pense que nous n'avons pas assez d'adhérents, pas assez d'implantation, et ça, c'est une des priorités de mon mandat, c'est clair. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la priorité. Quelles leçons vous tirez du fait que ça soit la CFDT qui devienne le premier syndicat? C'est un fait historique, hein. Donc la CFDT avec des positions quand même qui sont beaucoup plus de médiation, qui ne s'associaient jamais à vos manifestations, syndicats dits progressistes, réformistes. Même au sein de la fonction publique, on voit aussi la proposition de l'UNSA. On a le sentiment que les salariés aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Ils se disent, j'ai plus de résultats si je suis CFDT que je suis FO ou CGT. Bah écoutez, FO, nous on progresse de toute façon, à la fois dans la fonction publique et globalement. On est un peu derrière, on est le 3e syndicat. Sur la première place, ça demande à être vérifié parce que d'après ce que nous avons calculé, si on y intègre les élections dans les très petites entreprises, où le taux de participation était cependant très faible, je ne suis pas convaincu, enfin on n'a pas exactement les mêmes chiffres que la CFDT soit première. Mais bon, c'est pas très important, ça se joue à peu de choses, ça se joue à très peu de choses. Donc ça ne veut pas changer la face du monde. Entre la CFDT et la CGT? Ça ne changera pas la face du monde. Ouais. Mais donc, vous en tirez quoi comme leçon? Vous qui arrivez un peu, enfin, vous êtes un historique de Force ouvrière, mais en même temps, c'est la première fois que vous avez un poste de responsabilité comme celui que vous exercez maintenant. Vous en tirez quoi comme enseignement? L'enseignement, il est que ce que porte et a toujours porté Force ouvrière est sans doute moderne aujourd'hui par rapport à votre interrogation sur contestation, protestation ou plus conciliant, parce que nous sommes un syndicat réformiste militant. Je me suis d'ailleurs défini ainsi lorsqu'on m'a interrogé au moment de l'élection. Ça veut dire que nous sommes attachés à la négociation, nous sommes attachés à la capacité de contracter avec les employeurs, mais nous sommes exigeants, c'est-à-dire que lorsque la négociation ne donne pas le résultat que nous attendons, nous mobilisons. Puis Verrier, vous avez aussi du pain sur la planche, en l'occurrence à faire chez FO, pour réconcilier tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yves Verrier, donc le secrétaire général de Force ouvrière. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. Bonne journée, bien sûr, on se retrouve demain, 12h-13h.